Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne où je te propose des histoires mystérieuses et envoûtantes pour accompagner tes soirées. Si tu apprécies ce moment d'évasion, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à te proposer encore plus de récits captivants. Alors, installe-toi confortablement, laisse le monde extérieur s'estomper, et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. L'histoire d'un lieu où les mots oubliés trouvent refuge, où les vents portent plus que de simples brises. Au sommet d'une colline escarpée, là où les chemins de terre se transforment en sentiers rocailleux et où les arbres poussent penchés par des décennies de bourrasques incessantes, se dresse le manoir de Val-d'Ombre. Depuis plus de 50 ans, cette imposante demeure de pierre grise reste déserte, ses fenêtres brisées ressemblant à des yeux vides qui contemplent la vallée en contrebas. Les ardoises du toit se sont détachées une à une, laissant des plaies béantes par lesquelles la pluie s'infiltre pour pourrir les planchers. Les murs extérieurs sont couverts de lierre qui s'accrochent avec l'obstination des souvenirs qui refusent de mourir. La grille de fer forgé, autrefois élégante avec ses motifs de rose entrelacés, pend maintenant de travers sur ses gonds rouillés, grinçant plaintivement à chaque souffle de vent. Les habitants du village de Val-d'Ombre, nichés au pied de la colline, évitent soigneusement ce lieu. Ils ne montent jamais jusqu'au manoir, même par les plus belles journées d'été. Les enfants qui jouent dans les champs s'arrêtent instinctivement à mi-pente, comme si une ligne invisible marquait la frontière entre le monde des vivants et celui des souvenirs. Les anciens du village racontent des histoires, transmises de génération en génération, des histoires qui font frissonner même les plus sceptiques. Ils disent que le vent, là-haut, ne souffle pas comme ailleurs, qu'il ne se contente pas de courber les herbes et de faire claquer les volets. Non, le vent qui habite le manoir de Val-d'Ombre porte quelque chose de bien plus troublant. Madame Éléonore, la doyenne du village, 92 ans sonnés et une mémoire aussi précise qu'un registre paroissial, se souvient encore de l'époque où le manoir était habité. C'était la demeure de la famille Moncler, une lignée ancienne et respectée. Monsieur Édouard de Moncler, le dernier propriétaire, était un homme taciturne et solitaire qui avait perdu sa femme et son fils unique dans des circonstances tragiques. Certains disaient un accident de voiture, d'autres murmuraient des choses plus sombres. Après leur mort, Monsieur de Moncler s'était enfermé dans son manoir, refusant toute visite, tout contact avec le monde extérieur. On lui livrait ses provisions au portail, et c'était tout. Puis, un matin d'octobre 1968, on le trouva mort dans son lit, le visage étrangement paisible, comme si un poids immense venait de se soulever de ses épaules. Mais la particularité du manoir ne s'était révélée qu'après sa mort. Les premiers visiteurs, venus pour l'inventaire de la succession, avaient rapporté des phénomènes étranges. Le vent, à l'intérieur du manoir, semblait avoir une vie propre. Il ne se contentait pas de siffler à travers les fissures et les fenêtres brisées. Il murmurait. Ou du moins, c'est ce qu'il jurait avoir entendu. Des fragments de mots, des syllabes indistinctes, comme si des dizaines de conversations se déroulaient simultanément dans une langue qu'on aurait presque comprise si on tendait l'oreille un peu plus. Les notaires avaient rapidement terminé leur travail et quitté les lieux, peu désireux d'y retourner. Depuis, le manoir était resté vide, les héritiers lointains de la famille Moncler n'ayant jamais manifesté le moindre intérêt pour cette propriété isolée, et disait-on, maudite. Les années passèrent, et la légende du manoir de Val-d'Ombre s'enrichit. Les rares promeneurs qui s'aventuraient trop près rapportaient des expériences troublantes. Une femme jura avoir entendu son prénom prononcé distinctement par le vent, alors qu'elle était absolument seule. Un chasseur affirma avoir perçu les sanglots d'un enfant porté par une rafale, avant que le son ne disparaisse aussi soudainement qu'il était apparu. Un groupe d'adolescents, venus là par défi un soir d'Halloween, s'était enfui en hurlant après avoir entendu, selon leur dire, des dizaines de voix se superposer dans un chaos cacophonique qui semblait sortir des murs eux-mêmes. Mais le plus troublant, ce que tous ceux qui s'étaient approchés du manoir confirmaient, c'était la nature de ces voix. Ce n'étaient pas des cris de douleur, pas des hurlements de terreur. C'étaient des mots doux, tristes, emplis de regrets. Des phrases inachevées, des débuts de confidence, des morceaux de phrases qui sonnaient comme des excuses jamais présentées, des déclarations d'amour jamais exprimées, des vérités jamais révélées.
Les villageois avaient fini par appeler ce phénomène les vents perdus. Ils disaient que c'étaient les paroles que les morts avaient emportées avec eux dans la tombe, les mots qu'ils avaient retenus par peur, par fierté, par lâcheté ou par simple malchance du temps. Ces mots, n'ayant jamais trouvé d'oreille pour les recevoir, erraient maintenant sans but, prisonniers du manoir de Val-d'Ombre, portés par un vent qui ne se calmait jamais vraiment. Certains croyaient cette légende à la lettre, d'autres la considéraient comme une métaphore poétique née de l'imagination collective. Mais tous, croyants ou sceptiques, évitaient le manoir après la tombée de la nuit. C'est dans ce contexte qu'Aurélien Maret, jeune historien de 28 ans spécialisé dans les légendes rurales et le folklore local, arriva au village de Val-d'Ombre par un après-midi gris de novembre. Aurélien avait consacré sa thèse de doctorat à l'étude des lieux dits hantés et de la façon dont les communautés construisaient des récits mythologiques autour d'événements traumatiques ou inexpliqués. Il avait parcouru des dizaines de villages, exploré des châteaux abandonnés, passé des nuits dans des cimetières, toujours à la recherche de cette frontière floue entre la réalité objective et la vérité subjective des croyances populaires. Quand il avait entendu parler du manoir de Val-d'Ombre et de ses vents perdus, il avait immédiatement su qu'il tenait là un cas d'étude fascinant. Il s'installa à l'unique auberge du village, une petite bâtisse de pierre au charme rustique tenue par monsieur et madame Ferrand, un couple dans la soixantaine qui accueillit le jeune homme avec une hospitalité chaleureuse teintée d'une curiosité évidente. Les visiteurs étaient rares à Val-d'Ombre, surtout en cette saison. Lors du dîner, Aurélien expliqua l'objet de sa visite, et le silence se fit instantanément dans la petite salle à manger. Monsieur Ferrand posa ses couverts et regarda le jeune homme avec une expression sérieuse. « Le manoir ? Vous voulez vraiment aller là-haut » Aurélien hocha la tête avec un sourire rassurant. « Je suis chercheur, monsieur. J'étudie ces phénomènes. Je ne crois pas aux fantômes, mais je crois aux histoires que les gens racontent, et je veux comprendre d'où elles viennent. » Madame Ferrand secoua la tête avec une expression soucieuse. Ce n'est pas une question de croyance, jeune homme. Ce manoir, il n'est pas comme les autres. Les gens d'ici ne sont pas superstitieux sans raison. Nous avons tous entendu les histoires, et beaucoup d'entre nous ont fait l'expérience directe de quelque chose là-haut qui défie toute explication rationnelle. Aurélien écouta poliment, prenant des notes mentales. C'était exactement le type de témoignage qu'il cherchait. Il passa les 2 jours suivants à interviewer les habitants du village, recueillant leurs récits, leurs impressions, leurs théories. Madame Éléonore lui raconta l'histoire de la famille Moncler avec une précision remarquable. Le vieux docteur Lemoine, qui avait été appelé pour constater le décès de monsieur de Moncler, lui confia que la chambre où le vieil homme était mort sentait étrangement le lilas, alors que cette fleur ne poussait pas sur la propriété et qu'on était en plein automne. Le 3e jour de son séjour, Aurélien décida qu'il était temps. Il annonça aux Ferrand qu'il comptait passer la nuit au manoir. La nouvelle se répandit dans le village comme une traînée de poudre. Plusieurs personnes tentèrent de le dissuader. Le jeune curé, le père Mathieu, vint même le voir pour lui suggérer de ne pas tenter le sort. « Je respecte votre démarche scientifique, monsieur Maret, mais certaines choses dépassent notre compréhension. Ce lieu porte une tristesse, un poids que vous ne devriez pas prendre à la légère. » Aurélien le remercia pour son inquiétude, mais resta ferme dans sa décision. Il était habitué aux avertissements, aux mises en garde dramatiques. Dans chaque village qu'il avait visité, on lui avait dit que tel ou tel endroit était différent, vraiment dangereux cette fois. Et à chaque fois, il avait trouvé des explications rationnelles, des courants d'air créant des sons étranges, des phénomènes acoustiques amplifiés par l'architecture, l'imagination stimulée par l'obscurité et l'isolement. Le jour convenu, un samedi, Aurélien prépara son équipement. Il emballa un sac de couchage, une lampe torche puissante, des batteries de rechange, son carnet de notes, plusieurs stylos, une bouteille d'eau, quelques barres énergétiques, et pour des raisons strictement documentaires, un enregistreur audio numérique. Il voulait capturer ces fameux murmures si tant est qu'ils existaient. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait déjà sa descente vers l'horizon, il entama l'ascension de la colline. Le sentier était envahi par les ronces et les herbes folles, signe que personne ne l'empruntait régulièrement. Plus il montait, plus le vent se faisait sentir,
d'abord comme une brise fraîche, puis comme une présence constante qui tirait sur ses vêtements, ébouriffait ses cheveux, sifflait à ses oreilles. Quand il atteignit enfin les grilles du manoir, le soleil touchait presque les collines lointaines, baignant le paysage d'une lumière dorée et mélancolique. Aurélien s'arrêta un instant, observant la demeure qui se dressait devant lui. Elle était encore plus imposante qu'il ne l'avait imaginé, et aussi plus délabrée. Les photographies qu'il avait consultées aux archives municipales ne rendaient pas justice à l'ampleur de la décrépitude. Le manoir de Val-d'Ombre était un géant mourant, noble dans sa ruine, pathétique dans son abandon. Il poussa la grille qui grinça horriblement, un son qui sembla résonner dans toute la vallée. Puis il avança vers la porte d'entrée principale, une double porte de chêne massif dont l'un des battants pendait lamentablement, laissant un espace suffisant pour entrer. Aurélien alluma sa lampe torche et pénétra dans le hall d'entrée. L'intérieur était à l'image de l'extérieur, dévasté par le temps. Le grand escalier de marbre qui montait vers l'étage supérieur était couvert de débris, de plâtre tombé du plafond, de feuilles mortes apportées par le vent. Les lambris de bois, autrefois certainement magnifiques, étaient décolorés, fendus, couverts de moisissures. Des toiles d'araignée formaient des draperies fantomatiques dans chaque coin. Le sol était jonché de morceaux de verre brisés, vestiges des lustres qui s'étaient écrasés des années auparavant. L'odeur était celle de la pourriture humide, du bois qui se décompose, de la pierre qui transpire. Mais ce qui frappa Aurélien immédiatement, ce fut le son. Ou plutôt, les sons. Le vent, qui soufflait constamment à l'extérieur, pénétrait dans le manoir par toutes les ouvertures, créant une symphonie étrange et désaccordée. Des sifflements aigus se mêlaient à des grondements sourds. Des craquements se superposaient à des gémissements qui auraient pu être ceux de la structure elle-même ou de quelque chose d'autre. Aurélien sourit. Voilà l'explication, pensa-t-il. Un bâtiment aussi endommagé, avec autant d'ouvertures, créait naturellement un phénomène acoustique complexe. Le cerveau humain, toujours prompt à chercher des patterns familiers, pouvait facilement interpréter ces sons comme des voix. C'était la pareidolie audio, le même mécanisme qui fait qu'on voit des visages dans les nuages ou dans les nœuds du bois. Il installa son campement dans ce qui avait dû être le salon principal, une vaste pièce avec une cheminée monumentale et des fenêtres donnant sur la vallée. Il déroula son sac de couchage, disposa son équipement méthodiquement, mit son enregistreur en marche. Puis, carnet en main, il commença son exploration systématique du rez-de-chaussée. Il visita la cuisine, avec ses fourneaux anciens rouillés et ses étagères effondrées. La salle à manger, où une longue table pourrie gisait encore, comme attendant des convives qui ne viendraient jamais. Un bureau, rempli d'armoires éventrées et de papiers illisibles, rongés par l'humidité. À chaque pièce, il notait les détails architecturaux, les sources possibles des sons étranges, les courants d'air. Tout pouvait s'expliquer. La nuit tomba complètement pendant qu'il explorait. Les ombres projetées par sa lampe torche dansaient sur les murs, créant des formes mouvantes et inquiétantes. Le vent semblait s'être intensifié avec l'obscurité, rugissant maintenant à travers les couloirs comme une créature affamée. Aurélien retourna au salon, alluma une lanterne LED qu'il avait apportée, et s'assit confortablement, le dos contre le mur. Il sortit une barre énergétique et la mangea lentement, écoutant attentivement les sons qui l'entouraient. Et c'est là, dans ce moment de calme et d'attention concentrée, qu'il l'entendit pour la première fois. Un mot. Distinct, clair, indéniable. Pardon. Aurélien se figea, la barre énergétique à mi-chemin entre le paquet et sa bouche. Il retint son souffle, tendit l'oreille. Le vent continuait son tumulte habituel, mais pendant quelques secondes, le mot avait émergé de ce chaos, aussi net qu'une voix humaine. Il attendit, immobile, son cœur battant plus vite malgré lui. Puis, quelques minutes plus tard, un autre fragment. « Je t'en prie, écoute. » La voix était féminine, douce, infiniment triste. Aurélien sentit un frisson parcourir son échine. « Non, » se dit-il fermement. « C'est mon cerveau qui joue des tours. Je suis préparé à entendre des voix, donc j'en entends. Suggestion, conditionnement, imagination.
Il nota néanmoins l'expérience dans son carnet, avec l'heure exacte et une description précise. Les heures passèrent. Aurélien essaya de rester rationnel, de maintenir sa distance analytique. Mais les voix continuaient. Pas constamment, mais par intervalles irréguliers. Parfois, c'était juste un mot isolé. D'autres fois, c'était une phrase presque complète, bien que toujours fragmentée, comme si on captait des bribes d'une conversation lointaine. J'aurais dû. Ne pars pas. Si seulement. Je n'ai jamais dit. Les voix étaient multiples, différentes. Hommes, femmes, parfois ce qui semblait être des enfants. Toutes partageaient la même qualité, une profonde, une déchirante mélancolie. Chaque fragment était un poids de regret, une pierre de douleur non exprimée. Vers minuit, Aurélien décida d'explorer l'étage supérieur. Peut-être que les phénomènes acoustiques étaient différents là-haut, peut-être qu'il pourrait mieux comprendre l'origine de ces sons. Il se leva, prit sa lampe torche, et s'avança vers le grand escalier. Les marches de marbre craquèrent sous ses pas, certaines étaient fissurées, d'autres complètement brisées. Il monta prudemment, testant chaque marche avant d'y mettre tout son poids. Le vent était plus fort dans la cage d'escalier, créant un effet de tunnel qui amplifiait tous les sons. À mi-chemin, il s'arrêta. Devant lui, juste au tournant de l'escalier, un courant d'air particulièrement puissant semblait converger. Les débris au sol tourbillonnaient légèrement, comme aspirés vers un point invisible. C'était étrange, car le reste de l'escalier était relativement calme. Aurélien s'approcha prudemment de ce point. Le vent était effectivement plus fort là, comme s'il jaillissait d'une source précise plutôt que de circuler simplement à travers le bâtiment. Il balaya les murs avec sa lampe, cherchant une ouverture, une fissure qui expliquerait ce phénomène. Et il la trouva. Derrière ce qui restait d'une tapisserie moisie, il y avait une porte. Une petite porte, à peine plus haute qu'1,50 m, qui semblait avoir été condamnée puis partiellement arrachée par le temps. Le bois était gonflé par l'humidité, mais on pouvait voir qu'elle avait été clouée, scellée volontairement. Et c'est de l'autre côté de cette porte que le vent semblait venir. Un vent constant et glacial qui s'échappait par les fissures du bois pourri. Le cœur d'Aurélien battait maintenant très fort. Ce n'était pas de la peur, se dit-il, mais de l'excitation. Il venait peut-être de trouver la clé du mystère. Cette pièce scellée, inexplorée depuis des décennies, était probablement la source des courants d'air inhabituels qui créaient les phénomènes acoustiques. Il posa sa lampe au sol, sortit de son sac un petit pied de biche qu'il avait eu la présence d'esprit d'emporter, et commença à travailler sur la porte. Le bois était tellement pourri qu'il céda presque immédiatement. Après quelques minutes d'effort, il parvint à créer une ouverture suffisante pour passer. Il récupéra sa lampe et se glissa à travers l'ouverture. La bourrasque qui l'accueillit de l'autre côté faillit lui faire lâcher sa lampe. C'était un vent d'une puissance incroyable, glacial comme s'il venait des profondeurs de l'hiver, alors qu'on n'était qu'en novembre. Aurélien chancela, se retint au chambranle de la porte. Et dans ce vent, dans cette tempête concentrée dans un espace clos, les voix explosèrent. Ce n'étaient plus des fragments, des murmures isolés. C'était un chœur assourdissant de centaines de voix qui parlaient tout en même temps, se superposant, s'entremêlant, créant une cacophonie de mots, de pleurs, de supplications. Aurélien porta ses mains à ses oreilles, submergé, terrifié non pas par la peur du surnaturel mais par l'intensité pure et simple de l'expérience sensorielle. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, le vent se calma. Pas complètement, mais suffisamment pour qu'Aurélien puisse se tenir debout, respirer, ouvrir les yeux. Il balaya la pièce avec sa lampe. C'était une petite chambre, probablement une chambre de domestique, avec un lit étroit contre le mur, une petite armoire, et au centre, un grand coffre de bois sombre. La pièce était dans un état étonnamment préservé comparé au reste du manoir. Comme si elle avait été scellée avant que la décrépitude ne commence vraiment. La poussière était épaisse, certes, mais les meubles étaient intacts, les murs encore recouverts de leur papier peint fleuri, décoloré mais pas déchiré. Aurélien s'approcha du coffre. Son cœur battait si fort maintenant qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles.
Il posa une main tremblante sur le couvercle et le souleva lentement. Le coffre s'ouvrit sans résistance, les charnières grinçant doucement. Et ce qu'Aurélien découvrit à l'intérieur le laissa sans voix. Des lettres. Des centaines, peut-être des milliers de lettres. Certaines dans des enveloppes fermées, d'autres pliées simplement, d'autres encore en vrac, des pages et des pages d'écriture manuscrite. Elles remplissaient le coffre jusqu'au bord, débordant presque. Aurélien en prit une au hasard, déplia le papier jauni avec précaution. L'écriture était fine, élégante, mais tremblante. Ma très chère Louise, je t'écris cette lettre que je ne t'enverrai jamais, comme toutes les autres. Je t'écris parce que je ne peux pas garder ces mots en moi plus longtemps, même si tu ne les liras jamais. Je t'aime depuis le premier jour où je t'ai vu, il y a maintenant 15 ans. J'étais ton jardinier, tu étais la fille du maître. Je n'ai jamais eu le droit, ni le courage, de te le dire. Tu t'es marié, tu as eu des enfants, tu as vécu ta vie. Et moi, j'ai vécu dans le silence de cet amour impossible. Maintenant, je suis vieux, et bientôt je mourrai. Et ces mots mourront avec moi. Mais au moins, je les aurai écrits. Au moins, ils auront existé, même si personne ne les lit. Ton dévoué serviteur, Henri. Aurélien sentit sa gorge se serrer. Il prit une autre lettre, puis une autre. Chacune était une confession, un aveu, un morceau d'âme mis sur papier. Un père qui demandait pardon à son fils pour avoir été trop dur. Une mère qui regrettait de ne jamais avoir dit à sa fille combien elle était fière d'elle. Un homme qui avouait un mensonge qui avait détruit une amitié. Une femme qui révélait un secret familial qu'elle n'avait jamais osé partager de son vivant. Chaque lettre était un poids de non-dits, un fardeau de mots retenus. Et toutes ces lettres étaient là, dans ce coffre, dans cette pièce scellée, au cœur de ce manoir balayé par les vents. Aurélien réalisa soudain avec une clarté absolue ce que ce lieu était vraiment. Ce n'était pas un phénomène acoustique. Ce n'était pas de la suggestion ou de l'imagination. C'était quelque chose de bien plus profond, de bien plus réel à sa manière. Le manoir de Val-d'Ombre était devenu, d'une façon qui défiait toute explication rationnelle mais qui était néanmoins indéniable, un refuge pour les mots perdus. Les paroles que les gens avaient retenues, par peur, par fierté, par circonstance, trouvaient leur chemin jusqu'ici. Peut-être que Monsieur de Montclair avait commencé cette collection, écrivant ses propres lettres jamais envoyées, puis conservant celles des autres qu'il trouvait ou recevait. Peut-être que d'autres étaient venus, avant ou après lui, déposer leurs confessions écrites dans ce lieu isolé, espérant d'une certaine manière qu'elles trouvent enfin un repos. Et le vent qui soufflait constamment à travers ce manoir, le vent qui portait ces fragments de voix, n'était peut-être rien d'autre que l'écho de tous ces mots non prononcés, de toutes ces vérités retenues, cherchant désespérément une oreille qui pourrait les entendre, une âme qui pourrait les comprendre. Aurélien s'assit par terre, le dos contre le coffre, tenant plusieurs lettres dans ses mains tremblantes. Les larmes coulaient sur ses joues sans qu'il cherche à les retenir. Il n'était plus un chercheur objectif, un scientifique détaché. Il était simplement un être humain confronté à la douleur accumulée de centaines d'autres êtres humains, à la tragédie universelle des mots jamais dits. Il resta là toute la nuit, lisant lettre après lettre. À chaque lecture, il remarquait quelque chose d'extraordinaire. Le vent, dans la pièce, se calmait légèrement. Les voix, dans le chaos de murmures, semblaient s'apaiser un peu. Comme si, en lisant ces mots, en leur donnant enfin la voix qu'ils n'avaient jamais eue, il accomplissait d'une certaine manière ce pourquoi ils avaient été écrits. Il libérait ces mots de leur prison de silence. À l'aube, quand les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers les fissures des volets, Aurélien ferma le coffre doucement, avec révérence. Il savait maintenant ce qu'il devait faire. Sa vie venait de prendre un tournant qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Il quitta le manoir au lever du jour, descendit la colline d'un pas lourd mais déterminé. Au village, les Ferrand furent soulagés de le voir revenir sain et sauf. Ils lui servirent un petit déjeuner copieux, lui posèrent 1000 questions auxquelles il répondit de manière évasive. Comment pouvait-il leur expliquer ce qu'il avait découvert? Comment pouvait-il mettre des mots sur une expérience qui transcendait les mots eux-mêmes?
Il passa la journée dans sa chambre, réfléchissant, écrivant dans son carnet, essayant de donner un sens à tout cela. Le soir venu, il redescendit et annonça aux ferrands qu'il avait décidé de rester au village. Indéfiniment. Il louerait une maison, s'installerait ici. Il avait un projet. Les semaines suivantes, Aurélien mit en place son plan. Il loua une petite maison au village, transféra ses affaires, s'établit. Puis il retourna au manoir, avec du matériel cette fois. Il répara la porte d'entrée suffisamment pour qu'elle puisse se fermer et se verrouiller. Il nettoya la pièce où se trouvait le coffre, installa une table, des chaises, de l'éclairage. Il créa un espace de travail, un sanctuaire dédié à la tâche qu'il s'était assignée. Chaque jour, quelle que soit la météo, il montait au manoir. Et chaque jour, il lisait les lettres. Il les lisait à voix haute, donnant à chaque mot la sonorité qu'il n'avait jamais eue. Il les lisait avec respect, avec compassion, avec l'attention qu'elles méritaient. Mais il ne s'arrêta pas là. Pour chaque lettre qui mentionnait un destinataire identifiable, quelqu'un qui pouvait encore être vivant ou dont les descendants pouvaient être retrouvés, Aurélien entreprit des recherches. Il consulta les archives, les registres, les vieux annuaires. Et quand il trouvait un destinataire ou un descendant, il prenait contact. Avec tact, avec sensibilité, il expliquait qu'il avait découvert une lettre qui leur était adressée, écrite il y a longtemps par quelqu'un qui n'avait jamais eu le courage de l'envoyer. Voulait-il la recevoir ? Voulait-il enfin entendre ces mots qui avaient attendu si longtemps ? Certains refusaient, préférant laisser le passé là où il était. Mais beaucoup acceptaient. Et à chaque fois qu'une lettre trouvait enfin son destinataire, à chaque fois que ces mots retrouvaient les oreilles pour lesquelles ils avaient été écrits, Aurélien ressentait quelque chose de profond. Une libération. Une paix. Et dans le manoir, le vent semblait un peu moins tourmenté. Les mois se transformèrent en années. Aurélien devint une figure familière au village de Val-d'Ombre. On l'appelait affectueusement le gardien des lettres ou celui qui écoute le vent. Au début, les villageois trouvèrent sa démarche étrange, presque obsessionnelle. Mais progressivement, ils comprirent. Certains vinrent même le voir, timidement, portant leurs propres lettres jamais envoyées. Des confessions qu'ils avaient écrites mais n'avaient jamais osé remettre. Aurélien les accueillait avec bonté, les écoutait, et avec leur permission, ajoutait ces lettres au coffre du manoir. Ou mieux encore, il les aidait à trouver le courage de les envoyer enfin, de briser le silence qui les emprisonnait. Une histoire en particulier marqua profondément le village. Madame Rousseau, une femme de 65 ans qui tenait la boulangerie, vint voir Aurélien un matin pluvieux. Elle portait une enveloppe jaunie, pliée et repliée tant de fois que le papier menaçait de se déchirer. « J'ai écrit cette lettre à ma sœur il y a 40 ans, dit-elle d'une voix tremblante. Nous nous sommes disputés pour une raison stupide, et dans ma fierté, je n'ai jamais fait le premier pas pour nous réconcilier. Elle vit maintenant à Paris. Je ne l'ai pas revue depuis toutes ces années. Cette lettre contient tout ce que j'aurais voulu lui dire. Mais il est trop tard maintenant, n'est-ce pas ? » Aurélien prit la lettre avec délicatesse. « Il n'est jamais trop tard pour dire la vérité, » répondit-il doucement. « Si vous me permettez, je peux l'aider à retrouver votre sœur. Et si elle accepte de recevoir cette lettre, vous pourrez enfin vous libérer de ce poids. » Madame Rousseau hésita longuement, puis hocha la tête, les larmes aux yeux. Aurélien entreprit ses recherches habituelles. Il trouva l'adresse de la sœur à Paris, lui écrivit d'abord pour expliquer la situation. La réponse arriva 2 semaines plus tard. La sœur, Madame Dubois, pleurait en lisant la lettre de contact d'Aurélien. Elle aussi avait porté le poids de cette séparation pendant 40 ans. Elle aussi regrettait amèrement leur querelle d'autrefois. Oui, elle voulait recevoir la lettre. Oui, elle voulait renouer le contact. La réunion des 2 sœurs, qui eut lieu quelques semaines plus tard dans la boulangerie de Val-d'Ombre, fut un moment d'une émotion si pure que tous ceux qui en furent témoins en gardèrent le souvenir gravé à jamais. Les 2 femmes s'étreignirent en pleurant, se demandant pardon mutuellement, riant et sanglotant à la fois. Et ce soir-là, Aurélien retourna au manoir comme à son habitude.
Quand il entra dans la pièce aux lettres, il remarqua quelque chose d'extraordinaire. Le vent était plus doux, presque caressant. Les voix, habituellement présentes en arrière-plan, étaient silencieuses. Comme si le manoir lui-même se réjouissait de cette réconciliation, de ces mots enfin libérés. Au fil du temps, Aurélien développa une compréhension plus profonde du manoir et de son mystère. Il réalisa que ce lieu n'était pas maudit, comme le croyaient les villageois. C'était un lieu de refuge, certes hanté, mais hanté par quelque chose de profondément humain, le regret. Tous les maux que nous retenons, par peur de blesser, par peur d'être vulnérables, par peur du rejet ou du jugement, ne disparaissent jamais vraiment. Ils persistent, quelque part entre le pensé et le non-dit, entre le ressenti et l'exprimé. Ils errent dans les espaces vides de nos relations, créant des malentendus, des distances, des blessures que le silence ne fait qu'aggraver. Le manoir de Val-d'Ombre était devenu, d'une manière qui échappait à toute logique scientifique, une manifestation physique de cette vérité. Les vents perdus n'étaient pas des fantômes au sens traditionnel. C'étaient les échos de tous ces moments où quelqu'un avait ouvert la bouche pour parler, puis s'était ravisé. Tous ces instants où les mots justes étaient là, sur le bout de la langue, mais où la peur, la fierté ou le simple mauvais timing avaient empêché leur expression. Et ces mots, privés de leur voix naturelle, trouvaient ici une forme d'existence alternative, portée par un vent qui ne cessait jamais de souffler. Aurélien en vint à voir sa tâche non pas comme un simple projet de recherche ou même comme une mission charitable, mais comme quelque chose de plus essentiel. Il était devenu le pont entre le silence et la parole, entre le regret et la libération. Chaque lettre qu'il lisait, chaque message qu'il aidait à délivrer, était un acte de guérison. Non seulement pour celui qui avait écrit, mais aussi pour celui qui recevait, et même pour lui-même. Car dans ce processus, Aurélien découvrait ses propres silences, ses propres mots non dits. Il écrivit lui-même des lettres. À son père, avec qui il avait toujours eu une relation distante et difficile. À une ancienne amie qu'il avait blessée par son indifférence. À lui-même, pour se pardonner des erreurs passées. Les années continuèrent de s'écouler. Le coffre du manoir se vidait progressivement, à mesure qu'Aurélien accomplissait sa tâche. Mais paradoxalement, il ne se vidait jamais complètement. Car de nouvelles lettres arrivaient. Des gens de tout le pays, ayant entendu parler du gardien des lettres de Val-d'Ombre, lui envoyaient leurs propres confessions écrites. Certains demandaient qu'il les aide à les délivrer. D'autres voulaient simplement qu'elles soient conservées dans ce lieu étrange, ce sanctuaire des mots perdus, sachant que quelqu'un, un jour, les lirait et leur donnerait la voix qu'ils n'avaient pas eu le courage de leur donner eux-mêmes. Le manoir changea. Physiquement, il restait une ruine. Aurélien n'avait ni les moyens ni le désir de le restaurer complètement. Mais il y avait maintenant une vie là-haut, une présence bienveillante. Les villageois ne l'évitaient plus. Certains montaient même parfois, s'asseyaient dans le jardin envahi par les herbes folles, méditaient, réfléchissaient à leur propre silence. Le manoir était devenu un lieu de pèlerinage d'un genre particulier, un endroit où on venait confronter ses non-dits, où on trouvait peut-être le courage de dire enfin ce qui devait être dit. Une nuit, 10 ans après sa première visite au manoir, Aurélien était assis dans la pièce aux lettres, comme chaque soir. La lampe à huile qu'il utilisait maintenant plutôt que sa lampe électrique jetait une lumière chaude et dansante sur les murs. Le coffre était ouvert devant lui, toujours rempli, toujours en attente. Il prit une lettre au hasard, comme il le faisait chaque soir, et commença à la lire. C'était l'écriture d'un enfant, maladroite mais appliquée. « Cher papa, je sais que tu es parti avant que je sache écrire. Maman dit que tu es au ciel maintenant. Je voulais te dire que je ne suis pas fâchée que tu sois parti. Je sais que tu étais malade. Je voulais te dire merci pour les histoires que tu me racontais, pour les fois où tu m'as porté sur tes épaules, pour m'avoir appris à faire du vélo. Je voulais te dire que je t'aime et que tu me manques chaque jour. Ton fils, Pierre. » Aurélien sentit les larmes couler sur ses joues, comme cela arrivait encore souvent malgré toutes ces années de lecture. Il lut la lettre à voix haute, lentement, donnant à chaque mot le poids et la dignité qu'il méritait. Et quand il eut terminé, il resta assis en silence, tenant la lettre contre son cœur. Le vent, cette nuit-là,
était d'une douceur extraordinaire, presque imperceptible, comme un soupir de soulagement. Aurélien Marey continua son œuvre jusqu'à la fin de ses jours. Il ne se maria jamais, n'eut pas d'enfants au sens biologique, mais il avait des milliers d'enfants spirituels, tous ceux dont les mots avaient trouvé enfin une voix grâce à lui. Quand il mourut, à l'âge respectable de 82 ans, paisiblement dans son sommeil, le village de Val-d'Ombre pleura un homme qui avait changé tant de vies. Dans son testament, il légua le manoir et tout son contenu à une fondation qu'il avait créée, dédiée à la préservation et à la diffusion des lettres jamais envoyées. La fondation continue aujourd'hui encore son travail, perpétuant sa mission. Et le manoir ? Le manoir de Val-d'Ombre se dresse toujours au sommet de sa colline, battu par les vents. Mais les villageois disent que le vent y souffle différemment maintenant. Plus doucement. Avec moins de tourments. Comme si les âmes des mots perdus avaient enfin trouvé la paix. Parfois, les nuits de pleine lune, on peut encore entendre des murmures portés par la brise. Mais ce ne sont plus des cris de détresse ou des supplications désespérées. Ce sont des remerciements, des bénédictions, des mots de gratitude pour avoir été enfin libérés de leur prison de silence. Car c'est là la vérité que le manoir de Val-d'Ombre enseigne à tous ceux qui sont prêts à l'écouter. Les mots que nous retenons ne disparaissent jamais. Ils errent, ils pèsent, ils hantent. Ils créent des fantômes plus réels que n'importe quel esprit. Des fantômes faits de regrets et de si seulement. Mais ces fantômes peuvent être libérés. Il suffit d'avoir le courage de dire ce qui doit être dit, d'écrire ce qui doit être écrit, de partager la vérité de notre cœur avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Il n'est jamais trop tard. Même si le destinataire est parti, même si des années se sont écoulées, même si la peur nous paralyse. Les mots trouvent toujours leur chemin. Et quand ils le font, quand ils sont enfin libérés dans le monde, ils guérissent. Ils guérissent celui qui parle, celui qui écoute, et même les espaces invisibles entre les êtres humains, ces espaces que le silence avait rendus froids et vides. Aujourd'hui, si tu passes par la région de Val-d'Ombre, monte jusqu'au vieux manoir. Assieds-toi dans son jardin sauvage, écoute le vent qui souffle à travers ses murs en ruine. Et peut-être, si tu tends bien l'oreille, si tu ouvres ton cœur, tu entendras les murmures. Pas des voix de fantômes, mais les échos de milliers de vérités enfin dites, de milliers de silences enfin brisés. Et peut-être que tu penseras à tes propres mots non dits, à ces lettres que tu portes en toi sans jamais les avoir envoyées. Et peut-être, juste peut-être, tu trouveras le courage de les libérer enfin. Merci d'avoir passé ce moment avec moi ce soir. J'espère que l'histoire du manoir de Val-d'Ombre t'a touché, qu'elle t'a fait réfléchir aux mots que tu portes en silence, à ceux que tu as toujours voulu dire mais que tu n'as jamais osé exprimer. N'oublie pas que les mots ont un pouvoir immense, mais seulement quand on leur donne la liberté de s'envoler. Ne les retiens pas trop longtemps, car le silence, aussi confortable soit-il, crée parfois plus de douleur que la vérité la plus difficile. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne pour d'autres récits qui touchent l'âme. Prends soin de toi, et surtout, n'oublie pas de dire ce qui doit être dit avant qu'il ne soit trop tard. Bonne nuit, et fais de beaux rêves.